Bonsoir, bienvenue dans ce nouvel épisode de Trajectoire. Ce soir, j'ai l'honneur de recevoir Eric Vanel. Eric Vanel qui va bientôt nous rejoindre. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Trajectoire qui, j'espère, sera tout aussi intéressant pour vous que pour moi, car j'ai plaisir à échanger avec Eric à chaque fois que j'ai pu échanger avec lui. C'était des très bons moments. J'attends qu'Eric nous rejoigne afin de pouvoir commencer les échanges. Hello Eric, je vois que tu es connecté. J'ai invité Eric à rejoindre le live. Et voilà. Bonsoir Eric. Bonsoir. T'as pas ta Comment tu vas? moustache aujourd'hui? Oui, parce que il faut que vous sachiez qu'hier, j'avais mis un filtre pour faire une blague à Eric et il a cru que je m'étais fait pousser une moustache. Dire à quel point les lives peuvent être manipulés. Voilà. On ne ressemble pas forcément à ce à quoi on ressemble en live. Exactement, exactement. Merci beaucoup Eric de te joindre à moi ce soir pour échanger sur tes trajectoires, parce qu'il y en a eu plusieurs dans ta vie. Bon, tu es loin d'être le seul à avoir eu plusieurs trajectoires, mais c'est un plaisir de pouvoir échanger avec toi là-dessus. Merci beaucoup de m'avoir invité déjà, ça m'a fait très plaisir. Et j'espère que ça va intéresser les gens, hein, ce qu'on va pouvoir se raconter. J'en doute pas. De toute façon, à chaque fois, ça vient faire écho chez certaines personnes, même des personnes qui ne sont pas artistes parfois, ou des personnes qui sont artistes mais qui ont d'autres pratiques. Donc, quoi qu'il arrive, je sais que tes partages seront inspirants et on l'espère peut-être même motivants pour certaines personnes, parce que le but de Trajectoire, c'est ça aussi. Donc, je vais dire quelques mots sur Trajectoire, le concept. Je vais me présenter et puis après, je te laisserai la parole pour que tu te présentes, Eric. Bonsoir à toutes et à tous qui nous rejoignez. Donc, quelques mots sur Trajectoire, pourquoi on fait ça, pourquoi je fais ça. Donc, moi, en fait, je suis accompagnatrice d'artistes, donc c'est mon travail. Je suis une personne qui aide les artistes à développer leur activité, leurs projets, en gagnant confiance en eux, en gagnant en légitimité et en trouvant les outils adaptés pour le développement professionnel de l'activité d'artiste, quelle que soit la pratique artistique. Donc, ça peut être sculpteur comme Eric, ou photographe, ou danseur, ou comédien, ou chanteur, ou peintre, ou céramiste. Voilà. Donc Trajectoire, c'est une émission que j'anime en live sur Instagram tous les mois où j'invite une personne différente chaque mois à venir nous raconter son histoire, son parcours et donc ses trajectoires. Ce soir, du coup, j'ai eu envie d'inviter Eric parce que déjà, il est sculpteur et que j'avais pas encore reçu de sculpteur dans les épisodes que j'avais fait précédemment. Donc voilà, ça va vous donner une petite vision de ce que c'est être sculpteur pour les personnes qui ne connaissent pas cette activité ou voilà, avoir aussi la vision du parcours d'une autre personne si vous êtes vous-même sculpteur ou sculptrice. J'avais aussi envie d'inviter Eric parce que c'est un homme et parce que du coup j'alterne en fait entre hommes et femmes. Voilà, dans les invitations. Je tiens à ce qu'il y ait une parité. Et bizarrement, j'ai quand même beaucoup plus de femmes dans mon entourage artistique qui sont sur les réseaux. Du coup, voilà, c'est intéressant pour moi si vous avez envie de donner la parole aussi aux hommes sur Instagram pour ces lives. Voilà. Notamment pour le prochain, je recherche quelqu'un qui écrit. Voilà, auteur ou autrice. Donc voilà pour Trajectoire. J'invite des personnes que je connais ou pas. Mais là, en l'occurrence, Eric et moi, on se connaît seulement en visio, malheureusement pour l'instant.
puisque je t'ai donc accompagnée un petit moment avec la Condamine. Et tu pourras nous en parler un petit peu tout à l'heure si tu veux bien. Donc Eric, je veux bien que tu dises quelques mots pour te présenter, déjà dire qui tu es, où est-ce que tu es basé et puis quel est ton type de sculpture. Très bien. Eh bien, donc je suis Eric Vanel. J'ai bientôt 53 ans. J'habite dans l'Oise euh, depuis très longtemps. Et donc je suis sculpteur. Je fais de la sculpture figurative. Euh, voilà, depuis pas très longtemps. Je pense que ça va être l'objet de la discussion aussi après. Euh, donc je fais principalement des sculptures de personnages, euh, notamment des personnages avec des attitudes puissantes, très expressives, voilà, qui essayent de susciter l'émotion. Donc on aura l'occasion, je pense aussi, d'en reparler. Voilà. Donc je ne suis ni dans mon atelier, ni dans la galerie dans laquelle je suis actuellement au Mans, euh, pour des questions de connexion. Mais s'il y a des gens qui nous entendent et qui sont dans la région du Mans, ils peuvent venir voir mon travail à la galerie L'Éphémère, dans le Vieux-Mans, 59 Grande Rue. Voilà, c'est non seulement un super quartier, mais il y a également une galerie très intéressante. Alors raconte-nous qu'est-ce que tu y exposes dans cette galerie et pourquoi cette galerie? Alors, j'expose la plupart de mes dernières sculptures, euh, qui sont soit en bronze, soit en résine. Euh, c'est une galerie que j'ai rencontrée via une relation que j'avais de par mon ancien travail, voilà, qui connaissait, enfin, qui avait de la famille qui connaissait les personnes qui s'occupent de la galerie, voilà, et qui nous ont mis en relation et qui m'ont proposé. Donc la galerie m'a proposé de venir exposer l'année dernière. Ce que j'ai fait, ça s'est très très bien passé et j'ai découvert le Vieux-Mans qui est magnifique. Donc, euh, donc c'est pour ça que j'avais qu'une envie cette année, c'était d'y retourner. Ok, super. Alors, du coup, maintenant, je te propose qu'on fasse un grand saut dans le temps et qu'on retourne dans ton enfance. Ouais. J'aimerais que tu nous dises quelques mots sur ton rapport à l'art et à l'art en général et à la sculpture quand tu étais le petit Eric. Alors, en fait, depuis que je suis tout petit, mon rapport à l'art, ça a été principalement un rapport au dessin. J'ai toujours dessiné, euh, voilà, plein de choses. Euh, et donc, c'était essentiellement des choses liées au dessin, un petit peu à la peinture, pas du tout la sculpture. C'est surtout ça qu'il faut noter. La sculpture, c'est vraiment apparu très très tard. Donc, c'est c'était principalement au travers du dessin que j'avais un rapport à l'art. Quand j'étais un peu plus ado, ça a été, j'ai eu une grosse période euh, où j'ai lu beaucoup de bandes dessinées, mais des bandes dessinées où la partie graphique était importante. Donc, on pourrait citer Bilal, Moebius, des gens comme ça. Et aussi un intérêt pour tout ce qui était visuel un petit peu fantasy, fantastique, avec des gens comme Frazetta, par exemple, euh, que j'ai découvert assez jeune et qui m'a vraiment tout de suite beaucoup touché par ses peintures et ses dessins. Mais dans les choses peut-être un peu plus classiques, euh, mais c'était toujours un petit peu avec une connotation un peu fantastique. Euh, je citerai des peintres comme Jérôme Bosch, par exemple, hein, très particulier, bon, mais qui m'avait toujours très intéressé également, quoi. Ok. Oui, Et donc voilà, donc ça c'était vraiment quand j'étais petit, adolescent. Euh,
Donc j'ai fait des études, voilà, j'ai eu un bac scientifique. Et quand il s'est agi de décider ce que j'allais faire après le bac, alors, il y avait quand même une grosse question de faire des études soit artistiques, parce que ça m'intéressait déjà, je voulais dessiner, j'avais un intérêt également pour tout ce qui était design industriel, ou des études plus traditionnelles, des études d'ingénieur. Donc c'est les études traditionnelles qui ont gagné. Euh, bon, ça s'est fait comme ça. J'ai réussi à trouver une école qui faisait à la fois une école d'ingénieur, mais avec du design industriel. Donc ça a été un peu le compromis qui a fait que j'ai été dans cette direction-là. Mais du coup, j'ai plus beaucoup fait de choses artistiques euh, après le bac, quoi. Ou alors c'était vraiment de l'art orienté design produit, quoi, par exemple. Voilà. Ok. Du coup, quand tu étais jeune, tu dessinais beaucoup, mais est-ce que tu as pris des cours? Est-ce que tu Non, pratiquais non, naturellement? non, j'ai pas pris de cours. J'ai pas pris de cours particulièrement. Non. Donc j'étais pas vraiment engagé dans une démarche de vouloir apprendre, en tout cas pas à cet âge-là. Ok, c'est intéressant. Et du coup, dans tes études, tu dis qu'ensuite, finalement, tu n'as pas tant pratiqué la pratique artistique que ça, mais en fait, tu avais donc quand même une approche créative dans ce que tu faisais. Ouais, on va dire que la création, elle était plutôt, on va dire, une création industrielle, quoi. Et donc c'est bon, c'est après ce qui s'est concrétisé pour moi dans ma carrière, c'est-à-dire que je voulais travailler dans l'industrie automobile, c'est ce que j'ai fait, j'ai trouvé du travail. Euh, et voilà, j'y suis resté 25 ans. Donc, principalement pour faire du développement de produits à l'intérieur des véhicules, euh, dans une entreprise qui s'appelle Forestia principalement, et où d'ailleurs, à la fin, je faisais un petit peu autre chose que ça. J'avais une responsabilité un peu plus globale pour faire des intérieurs complets, et je travaillais notamment sur des prototypes, des concept cars pour des salons automobiles, quoi. Voilà. En fait, on proposait euh, des démonstrateurs d'intérieur complet, en fait. Voilà. Mais bon, voilà. Donc ça, c'était dans mon travail. C'était pas forcément facile à la fin, notamment, d'y trouver autant de sens que ça pouvait avoir pour moi au début, en fait. Et surtout, il y a une dizaine d'années, j'ai découvert la sculpture. Voilà. Transition. Quel est le sens que tu cherchais en fait dans ton ancien métier que tu ne trouvais pas? En fait, quand on travaille dans une industrie aussi compliquée que l'automobile, où tout est vraiment très segmenté, où on n'a pas la liberté de vraiment pouvoir concrétiser les choses qu'on voudrait. On est lié à plein de choses, hein. On est lié au marché automobile avant tout, les gens ce qu'ils vont acheter ou pas. On est lié à l'organisation des grandes entreprises. Bah, on, Au bout d'un moment, voilà, c'est compliqué de, de, de garder une motivation importante, quoi. Ouais. Voilà. Ok. Et du coup, tu disais que tu as découvert la sculpture il y a 10 ans, c'est ça? Voilà, exactement. Il y a une dizaine d'années, j'ai eu envie de modeler des petits personnages. Voilà. Au début, dans des matériaux très basiques, c'était la pâte Fimo qu'utilisait ma femme pour faire ses bijoux. Et j'y ai pris énormément de plaisir, même si à l'époque c'était franchement pas terrible. Et ça m'a surtout donné énormément envie de progresser, de savoir mieux faire. Je voyais que j'arrivais à faire des choses.
Euh, et là, grâce à la magie des réseaux sociaux, déjà à l'époque, bah, j'ai pu trouver des gens qui ont pu qui ont pu m'apprendre, qui ont pu m'aider à vraiment euh, voilà, me développer, mieux m'exprimer. J'ai appris l'anatomie, j'ai appris euh, d'autres matières qu'on pouvait utiliser. Les sculptures sont devenues de plus en plus grandes. Et, euh, et voilà, et ça, c'était vraiment super, quoi. Alors, raconte-nous quelles sont les formations, les stages, les ateliers que tu as suivis justement qui t'ont permis d'aborder tout ça. Alors, au début, à l'époque, c'était des stages. Les premiers stages que j'ai faits, c'était vraiment super. C'était des stages avec Cyril Rocklen, qui est un sculpteur extrêmement talentueux, qui habite à Toulouse. Et voilà, donc j'ai pu découvrir non seulement le travail qu'il faisait à l'époque, qui était absolument fabuleux, il l'est toujours, et surtout, c'est quelqu'un qui était super sympa et avec qui on s'est vraiment très bien entendu, et avec qui j'ai pu vraiment voilà, me progresser assez rapidement. Euh, donc j'ai été à Toulouse plusieurs fois, alors que j'habitais quand même assez loin, exprès, et j'ai pas regretté. Voilà. J'ai fait également des stages avec un autre sculpteur. À l'époque, c'était un sculpteur de figurines, parce que moi, je venais plutôt de ces univers-là, des petites figurines. Donc, un sculpteur qui s'appelait Romain van den Bogart, et avec qui j'ai également appris. C'était assez complémentaire de ce que j'ai appris avec Cyril. Et voilà. Et donc, ça m'a permis pendant quelques années bah, d'être assez à l'aise pour faire des choses. Mais en fait, j'avais le temps de travailler sur mes sculptures que pendant les vacances, parce que j'avais un travail qui était très prenant. Et en fait, bah, c'était le seul moment où j'arrivais à travailler, c'était pendant les grandes vacances. Voilà, j'emmenais mes sculptures avec moi dans la voiture. Voilà, euh, ça faisait criser mon épouse, qui d'ailleurs doit être connectée là, parce que dans le coffre, ça prenait plein de place. Mais bah, ça m'a permis voilà, de travailler sur mes sculptures pendant ces étés-là et d'avancer progressivement. Voilà. Donc, Quel- après, il y a eu quelques événements qui ont vraiment déclenché les choses. Euh, la première chose, c'est en fait, je travaillais avec des matériaux qui étaient des matériaux un petit peu provisoires. Quand on fait de la sculpture, on peut travailler en terre. Moi, je travaillais en plastiline, une plastiline qui s'appelait de la Monster Clay. Et en fait, cette matière, en fait, c'est pas une matière qui va être pérenne, c'est une matière qui reste très fragile. Et donc, bah, j'avais jamais vraiment une sculpture qui était terminée, en fait. Euh, et à un moment, j'ai quand même décidé sur une des sculptures bah, de transformer ce modèle en Monster Clay en bronze. Voilà. Donc j'ai cherché à trouver une fonderie d'art qui pouvait faire ça. Donc j'ai découvert qu'il y en avait beaucoup plus qu'on pensait. Et puis j'ai réussi à en rencontrer une. On s'est mis d'accord. J'ai été les visiter. Ça m'a vraiment fait donner confiance. Et puis j'ai fait mon premier bronze. Et là, ça a été complètement magique, quoi. Parce que c'est vraiment voilà, le contact avec la matière. Et puis à la fin, on a vraiment une œuvre qui est terminée, exposable. Euh, et là, on commence à se poser des questions de, de qu'est-ce qu'on peut faire après, quoi. On peut exposer, bon, ok, bon. Mais c'est quand même encore un peu le début, quoi. Euh, la deuxième chose, c'est à cette époque-là, j'ai dû commencer à. Alors, à cette époque-là, je ne sais plus trop quand c'est, mais c'est peut-être il y a 5 ans, quoi. 4-5 ans. 5 ans, ouais. J'ai commencé à travailler aussi avec des modèles vivants. J'ai rejoint un atelier sur Paris d'abord, qui travaille avec des modèles vivants. Et puis, voilà, aussi via les réseaux sociaux, j'ai eu l'opportunité de travailler avec des modèles vivants. Et là, pareil, ça a été
un autre accélérateur parce que très clairement, le résultat, il était bien et il était de mieux en mieux par rapport à ce que je faisais avant, quoi. Voilà, donc là, on commence vraiment à se poser les questions. Et, euh, et la question, c'est, c'est bien, hein, est-ce que je pourrais en faire plus, quoi. Parce qu'en fait, quand tu t'es mis à la sculpture, c'était sans ambition, entre guillemets, c'était pour ton Ah, mais c'était plaisir. juste pour m'amuser, Hmm. en fait, hein. C'était juste pour m'amuser. Ça, c'était vraiment il y a une dizaine d'années. Et puis, il y a 4-5 ans, on se dit, pourquoi pas en faire plus, quoi. Donc, en fait, comme ça me faisait quand même un petit peu peur, la première chose que j'ai faite, c'est que là encore, grâce aux réseaux sociaux, hein, j'ai contacté plusieurs artistes, plusieurs sculpteurs hein, établis déjà, avec une certaine expérience, qui exposaient, etc. Et ben, il y en a plusieurs qui ont été extrêmement gentils avec moi, ils m'ont accueilli, on a beaucoup discuté, et là, ils m'ont un peu expliqué comment ça allait se passer, comment c'était d'être professionnel, ce qui m'attendait. Ils m'ont fait découvrir en fait, un univers que je ne connaissais pas, vu que moi, je faisais ça vraiment pour moi, quoi. Que ce soit au niveau d'autres formations, d'autres écoles qui étaient beaucoup plus, qui faisaient des formations beaucoup plus poussées, j'y reviendrai. Que ce soit également des moyens d'exposer ce qu'on faisait. Parce qu'en fait, je n'avais aucune idée de comment exposer. Et en fait, maintenant, je me rends compte qu'il y a plein de façons de le faire, quoi. Donc voilà. Donc, suite à ces entretiens que j'ai pu avoir, à ces discussions que j'ai pu avoir avec ces sculpteurs professionnels, j'ai continué dans mes formations, dans mes stages. J'ai fait des stages un peu plus longs. J'ai été faire des stages à Florence, en Italie, à Florence Academy of Art, où là j'ai découvert une méthode hyper structurée pour travailler, notamment pour travailler sur des plus grosses pièces, parce que c'est aussi quelque chose dont je rêvais depuis très longtemps. Euh, voilà, j'ai fait après un autre stage à Rome avec un autre sculpteur. Donc à chaque fois, c'était dans un contexte en plus très international. Les formateurs, c'était pas des Français, c'était des Américains. Euh, donc ça a continué voilà, me donner À de la consolider confiance en moi, ça. quoi. Ouais. Hmm. Et jusqu'au moment où la confiance a été telle que j'ai décidé de me lancer. Alors ça n'a pas été si simple que ça, parce que pour réussir à me lancer, il fallait que j'ai réussi à arrêter mon job précédent. Et j'ai réussi à l'arrêter en négociant mon départ. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça a pris un certain temps. Voilà, en plus, c'était le Covid, le confinement, tout ça. Donc, c'était un peu une période un peu spéciale. Et donc, j'ai réussi à finalement euh, voilà, réussir à négocier mon départ. Et donc, j'ai pu partir dans des conditions assez favorables qui, aujourd'hui, voilà, dont je bénéficie encore aujourd'hui, quoi. C'est aussi vachement important. Je suis un peu privilégié quand même Hmm. dans ma situation, quoi. Et donc là, j'ai fait d'autres bronzes et j'ai commencé les expositions. Et surtout, ça m'a permis, à ce moment-là seulement, d'avoir un retour du public sur ce que je faisais, quoi. Parce qu'avant, à part mes amis, il n'y avait pas grand monde qui savait, et encore. Et voilà, ça s'est très bien passé. Et là, voilà, donc depuis, ça n'a pas, ça s'est un peu enchaîné là. Donc les nouvelles sculptures, les nouvelles expositions. Alors, Donc excuse-moi, Eric, on va un petit peu vite. ouais, peut-être, je sais pas. Faut que tu me dises là. On va Faut que revenir un peu en faut arrière. que tu modères, faut que tu modères là. En fait, moi, je me demandais déjà comment est-ce que tu as sculpteur sur les réseaux, comment tu les as abordés
Et comment aussi tu as choisi tes formations? Tu vois, quelle direction choisir dans ces cas-là quand il y a une multitude de formations possibles? Alors déjà, je vais commencer par ta deuxième question. En fait, des formations qui existent sur la sculpture figurative, il n'y en a quasiment pas. Il y en a très peu. Il y en a très peu en France, il y en a très peu en Europe. Donc, en fait, ça n'a pas été hyper difficile de découvrir qu'il y en avait plus, mais, euh, mais, euh, mais il n'y en avait pas tant que ça. Donc, en fait, euh, donc, comment j'ai fait pour contacter les gens, qui j'ai contacté? En fait, c'est assez simple, hein. Moi, je suivais déjà un certain nombre d'artistes sur Instagram ou Facebook, je ne me rappelle plus. Bah, alors, attends, je me rappelle, hein. Hmm. Ouais. À l'époque, j'étais aussi en contact avec une galerie en ligne euh, qui m'avait aussi suggéré de contacter telle ou telle personne. Donc, il y a une personne que j'ai contactée à la suggestion de cette galerie. Et voilà, cette personne, c'était Irina Shark, euh, qui est une sculpture, voilà, qui habite en Normandie, et qui m'a invité à venir la voir chez elle, ce que j'ai fait. Et c'était vraiment super. Donc, c'est elle qui m'a parlé notamment des écoles à Florence, etc., hein, parce qu'elle y avait été. Euh, euh, voilà. En fait, j'ai contacté les gens avec qui je me sentais un peu à l'aise, avec qui pour engager comme ça la discussion. J'ai également contacté un sculpteur animalier qui s'appelle Pierre-Jean Chabert, voilà, enfin, chez qui j'ai été aussi. J'ai été visiter son atelier, et puis on avait pas mal discuté à ce moment-là. Donc c'est vraiment des sculpteurs qui faisaient du figuratif, hein, qui étaient déjà établis, voilà, et qui pouvaient me donner des détails assez concrets sur comment ça allait se passer en fait. Hmm. Ouais, Alors, chacun m'a apporté des choses un peu différentes en fait. ouais. Donc j'ai aussi découvert à ce moment-là qu'il y avait des salons institutionnels qui existaient depuis 150 ans où les artistes français pouvaient exposer leurs œuvres dans des endroits prestigieux à Paris, hein, le Grand Palais par exemple, euh, chose que je ne connaissais pas avant. Voilà, du coup j'ai pu présenter ma candidature et puis bah, j'ai été pris et puis voilà, en fait ça démarre comme ça, quoi. En fait, une fois qu'on commence à faire ça, ben en fait, on rencontre d'autres artistes sur ces salons. Et là, c'est un peu l'effet boule de neige. On Hmm. se parle, donc chacun me donne des nouvelles informations. Est-ce que tu connais ce salon? Est-ce que tu as exposé à tel endroit? Etc. etc. Et en fait, finalement, et notamment le milieu des sculpteurs figuratifs, là, on s'entend très bien. Enfin, c'est vraiment, on est vraiment prêts à s'entraider les uns les autres. Et donc, j'ai vraiment pu bénéficier de ça quand j'ai démarré, quoi. C'est-à-dire il y a un peu moins de 2 ans, quoi, maintenant. Voilà, ma première Hmm. exposition, c'était en juillet 2021. Donc c'était, oui, c'était il y a quasiment 2 ans. Hmm. Ok, super. Bah, ça aide déjà euh, à comprendre un peu quelle posture adopter, quelle démarche faire pour réussir à aborder des artistes installés, accomplis, etc. Et à quoi ça peut servir aussi. Donc j'espère que ce sera utile pour les personnes qui nous écoutent et qui peut-être n'ont pas encore osé le faire. Euh, J'aimerais maintenant te demander si il y a des choses que tu as remarquées comme étant complémentaires et peut-être utiles
dans ta vie d'avant dans l'automobile en comparaison avec ce que tu vis aujourd'hui dans ta vie d'artiste? Alors, c'est vraiment une vie qui est très différente. Euh, je travaille beaucoup. Avant, je travaillais aussi beaucoup, mais c'est pas pareil. Le rythme est complètement différent. Euh, En fait, les choses qui m'ont servi, c'est avant, je travaillais dans l'industrie plutôt liée au plastique, au moulage. Donc, c'était de l'injection plastique, de la grande série, mais les contraintes liées au moulage, en fait, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup servi pour travailler avec les fonderies, enfin, ma fonderie, les mouleurs, faire des moules moi-même, des choses comme ça. Mm. Euh, voilà. Le côté un peu lié aux matériaux aussi, c'était voilà, c'était assez naturel en fait. Euh, Après, sans doute, mon passé lié à des projets automobiles fait sans doute que voilà, je m'organise plutôt pas trop mal, quoi. Mais bon, ça reste très, très, très général en fait. Voilà. Euh, c'est quelque chose d'un petit peu, comment dire, quelque chose d'un petit peu indirect, on va dire, lié à mon ancien travail. C'est que quand j'ai annoncé sur les réseaux sociaux professionnels, donc en l'occurrence sur LinkedIn, que j'allais changer de travail et devenir sculpteur, donc j'ai beaucoup d'anciens collègues ou des gens de mon ancien réseau qui se sont intéressés à mon travail. Mm. Euh, alors qu'ils ne me suivaient pas du tout, ils ne me connaissaient pas sur les réseaux plus privés du genre Insta ou Facebook. Donc ça a été une agréable surprise. Et j'ai eu pas mal de ventes de sculptures d'ailleurs grâce à ça. Voilà. Ouais. Donc il y avait une passerelle en fait qui s'est créée entre les deux univers. Ouais. Toujours profiter de l'existant pour la suite. Exactement, exactement. Ouais. En fait, le reste, c'est, enfin, le passé, ça reste quelque chose, ça reste un bagage que je continue d'emmener avec moi. Euh, euh, ouais. Ok. Euh, alors aujourd'hui, donc là où tu en es, donc tu nous disais que tu es en train d'exposer en galerie au Mans. Ce n'est pas la première exposition que tu fais en galerie, il y en a eu d'autres. Il y a eu des salons, il y a eu des foires. Comment est-ce que tu trouves tout ça et est-ce que tu conseilles ce genre d'expérience et comment? Alors, enfin, c'est déjà les salons et les galeries, c'est très différent. Euh, En fait, quand on commence à, à exposer sur un salon, on rencontre d'autres personnes qui vont nous parler des autres salons, etc. En fait, on se rend compte qu'il y en a plein. Euh, il y a différents types de salons. Comme je disais tout à l'heure, il y a les salons institutionnels où en fait on peut s'inscrire euh, pour une participation plus ou moins importante. Et après, voilà, on est sélectionné ou pas pour faire ce salon. J'ai découvert aussi qu'il y avait des salons plus privés, commerciaux, où là, il fallait payer un stand très cher et espérer vendre pour rentabiliser le stand. C'est pas ça, c'est pas forcément toujours évident. Euh, Il y a, il y a plein de petits salons organisés par des municipalités un peu partout en France, hein, où là, c'est plutôt assez facile d'exposer. En fait, avec le temps, en fait, on se fait une sorte de répertoire de tous ces salons. Et puis après, la difficulté, c'est plus de faire les choix sur ceux où on va aller et ceux où on ne va pas aller. En fait, au bout d'un moment, même,
est sollicité, on reçoit des invitations, alors qu'on ne sait même pas trop comment ces gens-là nous ont connus, probablement parce que les gens se parlent entre eux aussi au niveau des organisateurs des salons, quoi. Donc les salons, c'est bien parce que ça permet de rencontrer les artistes. Parfois, on vend des sculptures, hein, mais c'est pas forcément toujours le cas. Euh, et donc, voilà, ça permet, on tire toujours quelque chose de positif. Si je devais en citer un enfin, voilà, qui me tient particulièrement à cœur, c'est un salon que j'ai fait à côté de Rennes, à Champy, un salon qui s'appelle Terre et Flamme, un salon dédié à la sculpture, dédié aux sculpteurs, qui a lieu tous les ans fin octobre, où j'étais l'année dernière. C'est vraiment un super salon. Voilà. Où j'ai rencontré plein de gens super. Voilà, c'était vraiment très bien. Euh, les galeries, c'est plus compliqué. En fait, déjà, les galeries, j'ai découvert qu'il y avait plusieurs types de galeries. Il y a des galeries plutôt associatives où, en fait, voilà, on paye une cotisation à l'association et après, on expose. Et, bah, en général, c'est des galeries qui sont placées plutôt pas mal dans un endroit, dans une ville. Euh, et c'est plutôt les gens qui voient la galerie qui rentre et qui bah, décident d'acheter quelque chose ou pas. Et puis il y a des galeries aussi, il y a non, de galeries, c'est des galeries euh, plus établies, plus professionnelles, où là en fait c'est des galeries qui ont un carnet d'adresses de clients, qu'ils invitent spécifiquement, euh, mais qui par contre qui prennent une commission plus importante pour ça, et c'est normal. Donc voilà, il faut réussir à gérer les deux. Les galeries associatives, c'est vraiment bien pour démarrer. Ça permet de se faire connaître. Ça permet des fois de se faire connaître des galeries professionnelles. Voilà, c'était le cas un petit peu là. Pour moi, là, j'ai exposé dans une galerie associative sur l'île de Ré qui m'a fait rencontrer une autre galerie plus professionnelle où je vais exposer après. Donc, par contre, les galeries professionnelles, ce qu'il faut, c'est se faire mettre en relation avec eux de façon par quelqu'un qui les connaît déjà, qui va leur donner confiance. Et à chaque fois que j'ai exposé dans ce type de galerie, c'est ce qui s'est passé en fait. Quand on les contacte directement, en fait, ils sont tellement sollicités que ça ne sert pas à grand chose en fait. Donc voilà, il faut vraiment utiliser son réseau pour se faire connaître de ces galeries-là. Et au bout d'un moment, ça commence à venir. C'est les galeries qui nous contactent. Mais voilà, il ne faut vraiment pas hésiter à faire appel à son réseau d'autres artistes qui nous connaissent bien, qui savent un petit peu telle galerie, ça va plutôt bien matcher, etc. Ok. Je ne sais pas si ça répond à ta question en fait. Si, ça y répond carrément. Euh, Par contre, j'ai un problème. Ma batterie est très très basse. J'ai l'impression qu'il y a un problème avec mon chargement. Ah, Du coup, j'ai très peur que ça s'interrompe. Donc, ah, j'ai envie de te proposer qu'on arrête cette première partie-là. Comme ça, je l'enregistre et on se retrouve après quand j'ai réussi à régler mon problème de batterie. Parce que sinon, j'ai peur qu'on perde le replay. d'accord. Donc tu me rappelles là dans quelques minutes, c'est ça? Ouais, je vais relancer le live dans quelques Un minutes. autre. Donc, restez connectés. Je suis vraiment désolée pour ça, mais j'ai un problème avec mon téléphone qui apparemment a un problème de surchauffe de batterie. Voilà, ça arrive, il y a des problèmes techniques. Donc, je vais enregistrer comme ça, au moins on perd pas le live et on se retrouve dans quelques minutes pour que je puisse Deuxième partie. avoir la batterie. À tout de suite.